Lors de cette visite en pays creusois, nous vous emmènerons sur le célèbre plateau de Millevaches à la rencontre de ces pêcheurs. J'ai compris un truc. T'as pas besoin d'une canne bien longue, étant donné la taille que tu fais, toi. Nous vous débarquerons aussi sur l'île de Vassivière, une île pleine de surprises. Le On a trouvé le trésor. trésor. Super. Mais la Creuse, c'est aussi un patrimoine historique riche qui a inspiré plus d'un artiste, tout comme George Sand. Moi, j'aime beaucoup sa formule, ce grand brigand du Moyen-Âge perché sur la hauteur. Notre escapade en pays creusois nous donnera aussi l'occasion d'assister au spectacle que peut offrir la nature. J'invite effectivement tout le monde à venir voir le soleil se coucher quand il reflète sur les ruines. Mondialement connu pour ses tapisseries, nous irons à la rencontre des femmes et des hommes qui perpétuent ce savoir-faire. Si on tire dessus, on arrive encore à le casser, mais il est bien plus résistant. Et ces collections de tapisseries sont visibles dans les plus beaux châteaux. On déroule des suites de tapisseries. C'est une manière de rendre aimable le lieu où l'on est. La Creuse, c'est aussi une terre riche en saveurs. Nul doute que ces spécialités locales éveilleront vos Tu papilles. vois Stéphane, ça c'est une assiette que je mangerai bien. Et tu vas la manger, je crois bien. La Creuse est peut-être l'un des départements les moins peuplés de France, mais il possède bien des merveilles que vous allez découvrir sans plus tarder. Quand on parle de la Creuse, on pense immédiatement à d'immenses étendues de nature, à des étangs et des cours d'eau. Et c'est effectivement le cas. Notre première rencontre a donc lieu avec un homme de la nature. Daniel est creusois et pêcheur, et il a décidé de nous emmener partager un de ses coins de pêche favoris. Et comme la pêche, Daniel la conçoit dans le partage, il est venu accompagné d'un ami, Aubin. Ce qui est extraordinaire, c'est quand tu as deux générations de pêcheurs, tu en as une qui est très longue à s'équiper, et tu as la génération la plus jeune qui, elle, est déjà dans le waders ou dans les cuissardes avant même que tu sois équipé toi-même. Bon, la différence, elle ne se fait pas là, elle ne se fait pas dans le temps de préparation, mais dans le moment où on se retrouve en action de pêche. C'est donc au bord de l'eau que se sont connus ces deux amis qui n'ont pas le même âge, mais qui partagent le même humour. J'ai compris un truc. T'as pas besoin d'une canne bien longue, étant donné la taille que tu fais, toi. Regarde. Après, Daniel, je vais te dire un truc. Ça veut pas dire qu'on a des grandes oreilles qu'on entend mieux. C'est vrai. Mais avec des grands pieds comme tu les as, je pense que tu as un avantage par rapport à des spécimens de pêcheurs qui sont un petit peu râlés pâquerettes, tu vois, ou Ça, râleaux. c'est sûr. Et puis, l'avantage, c'est que je suis relativement stable. Hein. Une sortie de pêche, c'est aussi et surtout une sortie entre copains. Et dans ces moments-là, Daniel prend plaisir à relater ses souvenirs. Et il en a. C'est quoi ta plus belle anecdote de pêche, alors, par exemple? Oh, la plus belle. Non, je sais pas. Peut-être pas la plus belle, mais alors, sur ce petit ruisseau, c'est quoi? Sur ce petit ruisseau, honnêtement, c'est un jour, tiens, où je me suis arrêté. J'avais rien vu, mais rien vu de la journée. Ouais. Et je me suis dit, là, et je n'avais jamais pêché, je me suis auto-persuadé que j'allais faire quelque chose. Et tu sais ce qui s'est passé? T'en J'ai as rien fait. fait du tout. Comme quoi, c'était pas encore, c'est un peu comme non. aujourd'hui, c'était pas de sortie. Finalement, on garde peut-être plus en mémoire ce type de bredouille que des petits paniers pointus ou des jours fastes. C'est sûr, c'est sûr. Mais je suis pas rancunier puisque je reviens. Les cours d'eau ne servent pas qu'à Daniel pour des sorties de pêche entre amis. Ils ont aussi permis à une industrie de s'implanter ici et d'y asseoir une renommée internationale. Il s'agit de la célèbre tapisserie d'Aubusson. Au fil des années, Chantal Chirac est devenue une spécialiste de cet art. Mais avant d'aborder le sujet qui nous intéresse, parlons de votre nom de famille. Chirac, comme le président? Moi, j'ai pas de lien de parenté, mais mon mari, il a même des liens de parenté éloignés et je n'ai pas été à l'Élysée. Voilà. Mais j'ai ma maison qui est un palais. Un palais où depuis 10 ans, Chantal restaure les cartons de tapisserie. Et oui, impossible de parler tapisserie sans évoquer le fameux carton, cet objet méconnu et pourtant indispensable dans cet art. Qui est une petite mascotte pour moi parce que je le promène lors de mes expositions. Donc la place du carton sous le métier, c'est des fils de chêne tendus sur lesquels on va dessiner
le motif en faisant dessus-dessous avec un système de pédales. Je dois suivre le motif que je vois à travers mes fils de chaîne. Ça veut dire que, je vais créer une petite maquette, je vais soumettre au commanditaire. Donc là, c'est une petite maquette de verdure, par exemple. Il va y avoir un peintre cartonnier qui va agrandir cette maquette à l'échelle de la tapisserie, puisque le carton étant placé sous la chaîne, eh bien, le carton doit avoir la taille, la peinture doit avoir la taille de la tapisserie future. Chantal est donc antiquaire et restauratrice. Son travail consiste à faire des trouvailles pour leur donner ensuite une nouvelle vie. Et si ces cartons ne servent pas de support à tapisserie, ils pourront aussi être utilisés en tableau, tout aussi décoratifs. Tout comme Chantal, Sophie, elle aussi, est une passionnée. Son amour des vieilles pierres nous mène aujourd'hui dans la cité médiévale de Bourganeuf pour y découvrir le château et sa tour Zizim, haute de 7 étages. Marie-Hélène, la guide, adore se mettre en tenue d'époque pour honorer les visites. Comme c'est une tour, chaque pièce se ressemble. Qu'est-ce qu'on retrouve à chaque fois? La cheminée monumentale. Et comme tu t'en aperçois, il y en a bien besoin. C'est vrai, parce qu'il fait froid. Si la tour porte le nom du prince Zizim, c'est parce que le fils du sultan ottoman Mohamed II s'est retrouvé en résidence forcée à Bourganeuf entre 1486 et 1488. Et il n'a pas été le seul à y être retenu en captivité. Là, on arrive à une première partie de ces appartements qui ont été transformés en prison. Voilà. Donc là, on est dans une cellule du 18e. Voilà, l'installation avec en bois et en métal des cellules 18e siècle qui se sont agencées comme ils ont pu. Plus d'une cinquantaine de prisonniers étaient détenus ici. L'usage carcéral du lieu s'est confirmé lors de la Seconde Guerre mondiale. Les résistants prisonniers ont même laissé des traces de leur passage. Il y a une toute petite cellule là, on va rentrer et tu vas découvrir les graffitis qu'ont laissé les prisonniers des années 44. Et c'était plutôt des messages de prisonniers qui... Des messages de prisonniers, hein. Il faudra, sinon restaurer, du moins protéger, hein. Chérie, de gros baisers, maman chérie. Voilà, c'était vraiment des messages d'amour à leur famille, en fait. Voilà. L'ascension continue. Au 6e et avant-dernier palier, on peut même admirer une superbe charpente. Et là, on voit toute la partie intérieure qui était habitée. On s'en rend compte parce que regarde, tu as encore des restes de... Ah oui, de torchis. Des restes de torchis. Ici, c'était les serviteurs des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Donc tu as le tour de ronde là. Ouais. Fais attention, ici on est à 20 mètres du sol. Ah oui, on voit, oui, effectivement, on est haut là. C'est un lieu de surveillance. Tu as vu sur toute la campagne aux alentours. L'histoire de la tour Zizim attire de nombreux touristes chaque année. Et ces touristes prennent toujours beaucoup de plaisir à effectuer la visite avec une guide en tenue. Après les cartons, voici venu le moment d'admirer les tapisseries. C'est donc au château de Villemonté que Chantal nous emmène maintenant. Chantal connaît bien cet endroit. Pierre le Châtelain possède une collection de tapisseries à faire pâlir d'envie tous les amateurs de cet art. Bonjour Pierre. Bonjour Chantal. Pierre prend plaisir à faire le tour du propriétaire. En bon passionné, il connaît aussi toutes les histoires et légendes qui sont représentées sur ces tapisseries. Donc c'est une bande dessinée de l'histoire d'Achille. Voici la mère d'Achille qui commande à Vulcain les meilleures armes pour qu'Achille soit bien équipé au combat. Elle lui dit « ne pars pas ». Un mauvais présage lui a fait savoir qu'il serait tué s'il partait au combat. Mais en attendant, elle lui donne les meilleures armes, elle lui donnera 2 chevaux immortels. Et voici un bel exemple. Des exemples, le château de Pierre n'en manque pas, avec ses dizaines de tapisseries qui autrefois étaient signes de noblesse.
on déroule des suites de tapisseries. C'est une manière de rendre aimable le lieu où l'on est, de mettre une belle ambiance et de montrer sa richesse à tous les coups. D'ailleurs, on le Donc voit. voilà une suite, fin 17e, sur les jeux d'enfants. L'origine, c'est un peintre français important qui est à l'origine des cartons, en tout cas, Stella. Il a fait des études en Italie et on retrouve dans son œuvre des gravures avec des petits poutis. C'est logique, c'est l'Italie, ça. Voilà, le saute-mouton ou ils appellent ça aussi le cheval fondu. Il faut bien noter aussi, puisque moi je suis toujours amenée à parler de carton, que bien souvent les tapisseries ont été inspirées de tableaux. Notre châtelain continue de raconter l'histoire de ces tapisseries, mais les pièces du château ont aussi leurs secrets. Voilà, nous sommes dans ce que l'on appelle la chambre de l'abbé, où il y aurait peut-être des entités qui se baladent la nuit. Hein, c'est possible. Il y a des bruits qui courent à ce sujet. Bon, il y a bien des histoires à Villemonté. Bon, en tout cas, je voulais vous faire remarquer, chez nous, on va beaucoup mettre de tapisserie sur les murs, mais il est évident que des pays plus chauds comme l'Italie, eh bien, pratiqueront la fresque. Il n'empêche que ce n'est pas interdit chez nous, et voilà des exemples très intéressants du 15e. Qui ont subsisté. N'oublions pas que Villemonté était une ferme et qu'on a repris ce bâtiment dans un état critique. Que ce soit pour visiter le château ou pour admirer la collection de tapisseries, les touristes sont chaque fois plus nombreux. Aujourd'hui, Villemonté peut s'enorgueillir d'accueillir 5000 visiteurs par an. Depuis que je suis en Creuse 25 ans, donc vous, ça fait combien de temps Villemonté ? 30 ans. 30 ans. 30 ans. Donc j'ai pas vu le tout début de Villemonté, mais je vois que petit à petit les pièces sont habillées. C'est C'est top. top, voilà. Oui. En Creuse, on aime aussi la bonne chère. Et quoi de mieux qu'un chef pour nous initier au plaisir d'une dégustation régionale ? De chefs peut-être. C'est donc en compagnie d'Alain que nous nous rendons chez Stéphane Nougier. Ça va? Très bien. Est-ce que tu as besoin de mes services? Parce que j'ai quand même amené ma veste blanche. Tu as bien fait d'amener ta veste parce que tu vas m'aider à élaborer la recette. D'accord, alors c'est parti, on y va. On y va. Alain a décidé de se mettre au service du chef Nougier le temps d'une recette. Au programme, du riz de veau confectionné avec la race limousine. Donc on va travailler un beau produit du Limousin, le veau. Donc un produit noble, le riz. Donc le riz, c'est une partie... C'est quelle partie du veau, Alain? C'est les glandes du veau. Voilà. Qui se trouvent dans le cou. Bien. Du riz de veau qu'il faut faire blanchir dans l'eau froide avant de le cuire à feu doux. Objectif, que le cœur reste moelleux. Et le chef veille sur sa recette. C'est pas encore prêt, Alain. Ah, non. je pense que... Non, non. Non, 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 non. Encore plus que ça. Donc on va augmenter un tout petit peu. Voilà, mets-le un peu plus. Notre apprenti prend son rôle très à cœur. Il t'attend qu'ils soient bien colorés. Ouais, mais laisse-les tranquilles, ces rideaux. Donc je les laisse tranquilles. Arrête de les regarder, laisse-les tranquilles. On les touche plus. En attendant, et pour accompagner le tout, nos chefs s'attellent à la préparation des asperges. Toi, tu les tournes, les rideaux? Allez, vas-y. Ouais. Donc là, tu vois, il commence à être croûté, bien blond. On sent, hein, tu sens l'odeur déjà avec le beurre. Pendant la cuisson, il faut vérifier le reste. Et selon les fourneaux, les méthodes changent. Donc là, on va goûter le jus peut-être. Hein, là. C'est déjà fait. Tu prends une cuillère. Moi, je préfère qu'on goûte à la cuillère. Ce qui rassemble ces deux hommes, c'est évidemment la cuisine, mais c'est aussi l'état d'esprit des Toques Blanches du Limousin, une association de professionnels. Mais c'est surtout une association d'amis, de collègues des trois départements du Limousin, Corrèze, Creuse, Haute-Vienne. Et donc nous en Creuse, on est 10 chefs creusois. Donc on se réunit quelques fois dans l'année pour des stages par exemple, des stages faits par des meilleurs ouvriers de France ou des étoilés Michelin. Il n'y a surtout pas de concurrence entre nous, on est des collègues. Quand on a besoin d'un coup de main, on s'appelle ensemble. On se téléphone. Quand il faut s'aider, on s'entraide. Voilà. Quand on a besoin d'un renseignement sur une recette, sur une technique, on s'appelle, il n'y a pas de souci. C'est vrai, hein. Et c'est dans ce bel esprit de solidarité que la recette du plat se termine. Un plat préparé à 4 mains qui a mis l'eau à la bouche de nos cuisiniers. Mais tu vois Stéphane, ça c'est une assiette que je mangerai bien. Mais tu vas la manger, je crois bien. Hein. Parce que l'important, pour qu'on satisfasse nos clients, tu sais qu'il faut qu'on goûte quand même. Exactement. Hein, quand même. Bien sûr. Voilà, donc on va goûter.
Et le dressage se doit d'être lui aussi impeccable. Attention, hein, pas trop, hein, là, hein, pas trop. Hein. Un petit cordon tranquille. Voilà, tu vois, regarde. Voilà, Tac. avec amour. Regarde. Voilà. Mais que serait ensuite un beau et bon plat sans dégustation? C'est excellent. Goûte un peu plus. C'est excellent, Stéphane. Goûte un peu plus. Mais écoute, Stéphane, merci de nous avoir accueillis chez toi. Bah, c'était avec plaisir, écoute. Eh oui. Et puis on recommence quand on veut. Hein. Santé. Ouais. À la Et tienne. puis, voilà. Bon appétit. Sophie nous emmène maintenant au château de Boussac. Classé monument historique, cet édifice a une histoire mouvementée. Construit au XIIe siècle, il a été quasiment démantelé par les Anglais au moment de la guerre de Cent Ans. Rebâti et fortifié au XVe siècle, il a été embelli par ses propriétaires actuels. Bonjour Bernadette. Bonjour jeune femme. Alors vous habitez ici dans un des plus beaux châteaux du département. C'est gentil de reconnaître. C'est vrai que Boussac est une grande demeure, comme disait Georges Sand, un grand brigand du Moyen-Âge, le plus gros château de la Creuse, avec une histoire, une grande histoire. Je vous dirai quelques éléments tout à l'heure. Et nous y habitons avec mon mari. Nous avons repris Boussac, j'avais pas 20 ans. Et ça va faire plus de 48 ans maintenant. Et depuis le temps, Bernadette connaît son domaine. La visite débute par la salle des gardes, qui abrite une collection de tapisseries rares, comme la célèbre tapisserie de la Dame à la licorne. Mais une fois à l'intérieur, c'est l'immensité de la demeure qui saute aux yeux. Est-ce qu'on est sur une des plus grandes pièces du château? Oui, enfin non, parce que elle fait pratiquement 200 mètres carrés et c'est très facile de se repérer. En haut, vous avez la même chose au premier, mais qui est coupé. Il y a des salons et puis il y a le grand salon Zizim au deuxième étage qui a exactement cette dimension. Au fil des siècles, cette immense bâtisse servira d'école ou encore de gendarmerie. Mais sa célébrité, elle la doit surtout à la venue d'une écrivaine renommée. Alors on arrive maintenant dans la chambre de Georges Sand. On ne peut pas l'occulter. C'est d'abord, avant d'être celle de Georges Sand, une chambre d'époque Louis XV, classée monument historique avec des boiseries qui portent les insignes des compagnons du Tour de France. Et cette petite chambre, vous voyez, quand je disais il y a l'art de vivre, cette petite chambre était tout de suite chaude, très confortable. Entre 1840 et 1870, Georges Sand résidera au château à de nombreuses reprises. Elle dira d'ailleurs de Boussac que cet endroit ne peut laisser indifférent. L'été, je mets des fleurs fraîches comme si elle allait arriver, on lui parle et ça la fait revivre. Et c'est une fois sur le balcon du château que Bernadette reprend à son compte les propos de Georges Sand. Moi, j'aime beaucoup sa formule. Ce grand brigand du Moyen-Âge perché sur la hauteur. C'est ravissant. C'est exactement ça. Et la hauteur, là, on la voit bien. Une vue qui inspira sans aucun doute l'écrivaine lors de ses nombreux séjours. Et elle a repris cette phrase, Boussac ne laisse pas indifférent parce que chaque propriétaire, c'est ça, a fait des choses à la mode de son temps. C'est justement le cas de Bernadette, qui a transformé cette pièce pour en faire une pièce contemporaine. On a restauré la pièce et on a fait une pièce des années 70, comme c'est la mode. Mais demain, on peut la remettre haute époque. Vous voyez, on n'a pas touché au mur, on n'a touché à rien. Dans cet endroit au riche passé, on peut aussi avoir des surprises. Pourquoi des cannes finalement? Parce que j'avais commencé avec 3 ou 4 cannes de mon grand-père, qui était à côté de la forêt de Troncé et qui avait tous les trophées de Troncé. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait un bouquet de cannes et puis après j'ai agrandi mon bouquet. Une propriétaire passionnée qui cache des cannes, pour le moins originales. Il y a la canne flûte, il y a la canne épée, il y a la canne à pêche. Et la canne à pêche, la fameuse. Enfin, c'est assez, on pourrait s'éterniser dans les cannes. Pour clore la visite en beauté, Bernadette nous emmène en contrebas du château, là où la vue sur Boussac est imprenable. Un magnifique château, puis en plus sous soleil, c'est vraiment magnifique de le voir sous toute sa splendeur. C'était magnifique, super. C'était vraiment super. Merci Bernadette. Au revoir Sophie. Et puis à très bientôt du coup. On prend rendez-vous.
Des artistes, des collections, de l'art, la Creuse n'est donc pas qu'une région de plein air, une destination nature. D'ailleurs ici, un endroit mêle les deux, et c'est Daniel qui nous y emmène, malgré une météo capricieuse. On prend ce bateau-taxi qui va nous conduire sur l'île de Vassivière, où il y a un centre d'art contemporain, je crois. Mais notre pêcheur n'a pas vraiment le pied marin. Lâchez pas le volant, hein. On a un pilote automatique. Ah bon, c'est parfait. Il est où? Il est équipé, le bateau est équipé. Il y a un sondeur, il y a un GPS. Ouais. Et en fin de compte, je vais peut-être même vous laisser. Ah ben si vous voulez descendre, je vous en prie. Une fois arrivé à bon port, Daniel se dirige vers le Centre international d'art et du paysage sur le lac artificiel de l'île de Vassivière. Le centre a vu le jour en 1991 et aujourd'hui c'est près de 60 000 visiteurs qui l'accueillent chaque année. Daniel, étranger à l'art contemporain, part à la rencontre de Guillaume qui va tenter de le prendre dans ses filets artistiques. Cette œuvre fait référence donc au lac asséché, au lac qui a été vidangé. Craquelé par la température, le soleil pendant l'assèchement. Exactement, et donc c'est aussi une exposition qui fait référence aux éléments qu'on peut trouver sur l'île de Vassivière. J'ai l'impression que les gens l'assimilent à une sorte de puzzle. Tout à fait, du fait des craquelures aussi. C'est une pièce qui a été fabriquée à l'extérieur de l'île, mais qui a été recomposée ici avec la technique du puzzle en fait. Les artistes viennent en résidence sur l'île, l'occasion de s'inspirer du milieu dans lequel ils se trouvent, comme dans cette autre pièce où se trouve cette œuvre qui s'appelle Fougère. Durant sa résidence, elle accueille ces fougères qu'elle a ensuite plantées ici dans ce petit théâtre. C'est vraiment une espèce qui est même envahissante, qui est même problématique aujourd'hui, surtout dans les Landes. Et donc, effectivement, ce paysage de fougères fait référence au paysage qu'on peut retrouver sur l'île de Vassivière. Il ne faut pas oublier que la fougère, quelquefois, dissimule le champignon. C'est vrai, également. Daniel n'en oublie pas le terroir, mais ce n'est pas pour aller chercher des champignons qu'on les retrouve dehors. C'est pour continuer la visite avec des œuvres installées un peu partout sur le site. C'est une catapulte à lampadaire, donc vraiment ça fonctionne réellement. Et donc l'idée c'est de lancer comme ça, de manière métaphorique, des étoiles dans le ciel. D'accord. Donc ça s'allume, la nuit, les phares sont allumés, le lampadaire également. Ça s'appelle s'envoyer en l'air. Ça s'appelle étoile filante. Plus poétique, Guillaume. Pour mieux comprendre le travail artistique, Guillaume fait découvrir le château. C'est ici que sont logés les artistes par période de 4 mois, le temps pour l'inspiration et la conception de projets. La façade extérieure n'a pas vraiment été touchée par les architectes, seulement l'intérieur qui a complètement été remodelé pour créer un espace de travail et 3 studios pour les artistes en résidence. Vous êtes dans l'atelier des résidences artistiques. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a vraiment une vraie différence entre l'univers extérieur très vert de Vassivière et cet espace complètement minimal, un espace qui est dédié à l'inspiration, un espace neutre dédié à la pensée. La pensée, elle est violente dans la couleur blanche ici. Hein. Tout à fait. C'était aussi pour permettre aux artistes de pouvoir finalement s'approprier l'espace comme ils le souhaitent. Vassivière s'ouvre à l'international avec des artistes venus du monde entier. Et même si Daniel a beau être très terrien, il semble intrigué par cet univers. Des artistes aux paysans, il n'y a qu'un pas, et Chantal nous emmène à la rencontre de Catherine à Gentiou, éleveuse de moutons. Ça tombe bien, notre antiquaire féru de tapisserie a une passion pour la laine. De toute façon, pour que la laine soit belle, déjà, il faut que les animaux ne souffrent pas. Oui. Il faut qu'ils mangent bien, qu'ils soient bien alimentés. Il ne faut pas qu'ils souffrent. Voilà. Parce que de toute façon, la laine, c'est comme nous, nos cheveux. Oui. Parce que nous, si on a un problème de santé, nos cheveux sont pas beaux. Ah, tout à fait. Et bien la laine, c'est pareil. D'accord. On l'a bien compris, Catherine est aux petits soins avec ses moutons. D'ailleurs, l'heure du repas a sonné, et il faut dire que nous sommes attendus. Faut être sportif quand on est garçon. Elles ont des petits noms ou des numéros? Elles ont un numéro qui est imposé. Le numéro qui est imposé par l'Europe. Alors, là, ça fait un petit peu moins de bruit. Eux, ils n'ont pas besoin de moi. Ils mangent tout seuls. Ils ont trouvé le mode d'emploi sans problème.
Et pour les plus jeunes, c'est le biberon. Ah, c'est tout petit, alors t'as quel âge? Ah ben là, 2 jours. Et au cours de l'année, vient aussi la période de la tonde des moutons. Dans la région, les gens tondent au mois de mai-juin. Ouais. Mais nous, des fois, on trouve que il fait froid des fois au mois de juin. Et puis, comme elles ont agnellé, elles sont pas bien, elles sont fatiguées, tout ça, c'est pas là que la laine est la plus belle. Nous, on préfère les tondre à l'automne. Ah oui. On les tond et puis après, elles restent en bergerie. Quand elles sont pleines, Ah oui, prêtes à d'accord. agneller. Oui. Et là, c'est là qu'elles ont la plus belle laine. De toute façon, si elles ont froid, il y a le tricot. Ben, c'est... Et oui, puisque Catherine tricote sa laine, une manière de rendre hommage à ses animaux. Eh bien, rentrez. Je vais vous montrer la laine de nos moutons. J'ai voulu installer mon atelier dans une yourte, parce que c'est de la laine feutrée, on est toujours dans la laine. Et donc oui, et puis vous avez travaillé la laine vous-même avec vos propres produits, vos vêtements, parce que la laine, on peut la tricoter aussi. Voilà. Moi, je n'ai pas choisi de la tisser, moi j'ai choisi de la tricoter. Oui. Pour notre éleveuse, le choix de ce métier est venu comme une J'ai évidence. envie d'abord et avant tout de défendre le mouton. Parce que la laine sans mouton, je ne sais pas comment on fait. Donc en fait, vous aimez le mouton, vous aimez votre mouton, donc forcément, ça fait de la belle laine bien douce. Et... Voilà. C'est parce que le mouton a été en danger, ça allait très très mal la profession, et c'était un petit peu mon idée. J'étais partie sur le principe de venger mes brebis. Ah oui, d'accord. Après les moutons, partons à la rencontre des cochons. Direction le plateau de Millevaches, à 900 mètres d'altitude. Alain, notre spécialiste des bons produits, nous fait rencontrer Johanny, un éleveur. Toute la ferme est en agriculture biologique. Alors on produit essentiellement de la vache limousine, de la brebis limousine et du porc noir du Limousin. Une ferme 100% bio qui utilise de l'engrais naturel pour nourrir ses bêtes et au bout de 5 mois, elles sont destinées à l'abattoir. Au moins, on sait d'où elle vient, la vache, comment elle est nourrie, comment elle est engraissée, comment elle arrive dans l'assiette. Voilà, c'est quand même mieux de savoir de consommer local et de faire manger de la viande locale quand on est sur un territoire. C'est tout à fait ça. Surtout quand on a des viandes de qualité, quoi. Nous continuons la visite de l'exploitation avec la brebis limousine. Johanny en a 80 et les conditions d'élevage sont très strictes. T'as vu Avec la boucle. Parce que maintenant, il faut la traçabilité. Ah oui. Alors, tu es obligé de boucler les agneaux à la naissance. Ah ouais, c'est ça, ouais. Donc ça, pour le consommateur, c'est ce qui est important, ça, tu vois. C'est pour pas se retrouver avec du cheval ou de l'agneau anglais dans les assiettes. Et ben ça, c'est la traçabilité. C'est grâce à ça qu'on peut savoir d'où vient la viande et qu'elle est consommée locale. Ça, c'est un animal qui, plus tard, finira dans nos assiettes. Alors, dans 5 mois, malheureusement, dans 5 mois, il va être mangé. Il sera mangé. Hein? Allez, tu vas voir ta mère. Un peu plus volumineux que la brebis, c'est le porc avec la race du cul noir très convoité par les gourmets. Il faut l'engraisser pendant 15 mois pour ensuite atteindre près de 200 kilos. Vous voyez, ça ressemble à aucun autre cochon, quoi. Il est trapu, il est aussi large que long, il a presque plus d'épaules que de derrière. Il y a une graisse épaisse, une poêle épaisse, parfumée. Voilà, on peut aller jusqu'à 10-15 cm de lard. La particularité de la ferme de Notas, c'est qu'elle a son propre laboratoire de transformation, depuis le porc jusqu'au saucisson. Des produits qu'Alain utilise dans son restaurant, mais pour entrer dans le labo, les règles d'hygiène sont drastiques. Donc là, il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y en a déjà une partie qui a été découpée et il ramène l'autre partie tout à l'heure. Il est parti à l'abattoir chercher les carcasses. Donc là, tu as de la vache, là, c'est du cochon. Il y a un agneau là derrière qui traîne. Lorsqu'il pénètre dans cette caverne d'Ali Baba, notre chef cuistot est aux anges. Avec tous ses produits, les idées de recettes fourmillent. Voilà, regarde de l'art de cul noir. Et ça, ça se mange. Ça, c'est excellent, ça. C'est excellent, ça. Avec des pissenlits, puis même pour cuisiner. Une petite salade de pissenlit, hein, voilà, la fameuse salade de pissenlit. On peut faire de l'omelette extra avec ça. Vous y rajoutez quelques cèpes du plateau. Et vous des patates, des patates au lard. Et les patates au lard. Voilà. Ou alors juste sur une tranche de pain, comme les vieux, dans le temps. La visite se termine et c'est maintenant dans le Saint des Saints que l'on va pénétrer, le séchoir, une étape essentielle.
On rentre vraiment dans la plus belle pièce du labo. Donc il faut déjà 15 mois pour faire un cochon cul noir et il faut encore minimum 15 mois pour sécher le jambon. La ferme de Notas communique et communique bien, puisque les produits sont présents sur Internet pour exporter le terroir dans toute la France, avec une dizaine de colis qui partent chaque semaine. C'est un système comme ça qu'on gonfle avec un gonfleur. Hein. Dedans, on met les produits frais, la marchandise, on met des pains de glace et après on expédie par Chronopost dans toute la France et le client reçoit son colis en 48 heures avec la viande garantie frais moins de 6 degrés. Nous nous rendons à présent chez Alain au Petit Breuil à la Courtine. Ce qui a fait sa renommée, c'est une spécialité locale, le pâté aux pommes de terre. C'est ce qu'on faisait autrefois et c'est ce que les gens nous réclament régulièrement dans notre établissement. Une petite recette du terroir que j'accommode avec des pommes de terre. On va y mettre des échalotes, mais on pourrait très bien y mettre des cèpes du plateau. Après avoir mis tout ça dans un saladier, notre chef a sa petite astuce, sa petite touche, qui fait toute la différence. On n'est pas obligé de mettre des lardons, mais disons que c'est pour le goût, le fumé, C'est la spécialité du chef. Voilà, c'est ma spécialité. Il faut que le chef il ait un petit tour de main, quelque chose que les autres ne font pas. Il faut ensuite se munir d'une pâte feuilletée, y faire un cercle, puis un autre qui servira de chapeau. Reste plus qu'à remplir le fond de la tarte et dorer le tout. On va lui donner un petit peu de dorure à la pâte qui est blanche. Ça va la permettre de la colorer un petit peu à la cuisson. Et puis le jaune, ça va servir en même temps à coller les bordures. Une toute petite dernière touche avant de mettre au four. La petite cheminée qui fera respirer la pomme de terre. Et on s'en servira pour mettre de la crème à 5 minutes avant la fin de la cuisson. Voilà votre pâté aux pommes de terre qui est prêt à enfourner. Ingrédient indispensable pour la réussite du pâté aux pommes de terre, la crème fraîche avec l'aide de la cheminée. Et puis on va finir de le laisser cuire pendant 5 minutes. Accompagné d'une salade, le pâté aux pommes de terre est prêt à être servi pour le plus grand bonheur des clients. Messieurs, je vous ai donc préparé un petit pâté aux pommes de terre, typiquement régional. Merci. Là, vous m'en direz des nouvelles. Merci, oui. Et bonne fin de repas. Merci. Merci. Pendant ce temps-là, d'autres crapahutent. Nous retrouvons notre amoureuse des vieilles pierres aux portes de la Souterraine, à la tour de Bridier, classée monument historique depuis 1968. Et c'est Jean-Noël qui en détient les clés et qui sera notre guide. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Sophie. Merci de nous accueillir à Bridier. Bienvenue. Tu vas nous faire visiter ce magnifique château. Bienvenue au château de Bridier, ou du moins de ce qu'il en reste. Donc nous sommes ici dans la cour intérieure de ce logis, on va dire logis plus que château, dont une partie effectivement en ruine, qui ont été bloquées pour être conservées, où on retrouve les anciens corps de bâtiments de la garnison, puisque c'était avant tout un château de garnison. Et puis la partie symbolique effectivement du château, c'est le donjon, qui n'est pas au cœur du château, mais qui est une des tours en périphérie. Donc le donjon qui lui a été entièrement restauré et maintenant accessible au public, et nous irons tout à l'heure. D'accord. Et je crois même qu'il a perdu quelques mètres, je crois. Il a perdu quelques mètres, il a perdu un étage, il a perdu sa toiture, une toiture qui a existé pendant quelques dizaines d'années, c'est tout, puisqu'une tempête l'a mise à bas il y a très très longtemps, plusieurs siècles, puisque le château de Bridier donc, a été construit par Jean de Brosse. Jean de Brosse, maréchal de France, grand-père du royaume et compagnon de Jeanne d'Arc. D'accord. Eh bien, on va peut-être aller la visiter. On y va. C'est dans les appartements du vicomte qu'on les retrouve. Un appartement un peu vide en mobilier. On pourrait s'imaginer avec des tapisseries, la cheminée allumée, et puis effectivement voilà, quelques meubles, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, en sachant que le vicomte ne vivait pas ici. C'était un lieu où il passait, c'était avant tout un château de garnison chargé de monter la garde, et il y passait de temps en temps, donc il avait quand même cet étage pour lui, voilà, qui lui était consacré. Ouais. En remplacement de la toiture, c'est à côté de la verrière au sommet de la tour, à 30 mètres, que l'on se rend compte de l'ampleur de la vue, un endroit privilégié au crépuscule.
Même ce soir où il ne fait pas très beau, et j'invite effectivement tout le monde à venir voir le soleil se coucher quand il reflète sur les ruines. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir un donjon avec des pierres très claires, et quand le soleil couchant frappe les ruines le soir, on a des teintes qui vont du jaune à l'orangé, à l'ambre, etc. C'est très très beau, quoi. Très très beau. Une fois le soleil couché, les ruines de la tour de Bridier revivent et tout s'anime. L'accessoire indispensable pour cette petite visite, et nous sommes attendus, et pas par n'importe qui. Nous sommes attendus par Claudine de Brosse, petite fille du vicomte de Bridier dont nous avons parlé cet après-midi, Jean de Brosse, et son époux, Philippe II de Savoie, prince de Piémont. Et je te propose que nous retournions dans les appartements avec eux. Alors ce sont bien sûr des personnages que l'on retrouve dans la fresque de Bridier tous les ans, et en particulier cette année. Début août, c'est ça, hein? Voilà, début août, premier week-end d'août tous les ans. Et on assiste en particulier au mariage de Claudine de Brosse avec Philippe de Savoie. C'est un des grands tableaux du spectacle. Le principe de cette fresque est de revisiter l'histoire à travers un son et lumière composé de 400 acteurs bénévoles, tous costumés. Au niveau des broderies, par exemple, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir de superbes couturières qui, effectivement, nous permettent d'avoir de somptueux costumes. Et alors, c'est vraiment des costumes de l'époque? Ce sont des répliques de costumes de l'époque, et en particulier la coiffure de Claudine de Brosse, c'est la réplique qui a été tirée d'un tableau exact, alors non pas de Claudine de Brosse, mais d'une reine de France au moment de la Renaissance. Et donc on a reproduit effectivement à la fois la forme, et on essaye de retrouver les tissus, les broderies, les perles, etc. Merci beaucoup. Revenons à nos moutons. Après leur avoir tondu la laine sur le dos, il faut bien la filer. Pour cette étape, Chantal nous emmène à la filature Terrade, et c'est Thierry, le fils, qui nous accueille à côté de la carde, une immense machine vieille de plus d'un siècle. La matière passe dans tous ces rouleaux qui tournent à des vitesses différentes, et donc qui va étirer les fibres les unes aux autres. Donc ces rouleaux sont garnis d'aiguilles. Au début, les aiguilles sont assez grosses. Plus on va avancer dans la machine, plus les aiguilles seront fines. Lorsque l'on arrive à la sortie de la machine, on obtient un fil qui n'a aucune résistance. Il faut donc lui donner une solidité en le tordant. Là, il commence à être légèrement tordu. Il rentre à l'intérieur de cette pièce. Il ressort là. Et là, on a cette bobine qui tourne. Donc, entre ici et ici, on a notre fil qui va être tordu. Voilà, donc une bobine qui est finie. Donc là, le fil a été tordu. Donc là, il est plus solide. Bon, si on tire dessus, on arrive encore à le casser. Mais il est bien plus résistant. Pas trop dur pour Thierry, avec des machines qui ont fait leurs preuves et qui inspirent Chantal. On a l'impression que ça danse, hein. La laine est en train de danser là. Donc voilà, là, les bobines tournent à l'intérieur de chaque pot. Donc les fils qu'on a assemblés vont être tordus. Et en même temps, donc le fil s'enroule pour former un écheveau. Une technique qui fonctionne à la perfection, avec un fil qui ressort de la couleur que l'on souhaite. Voilà, on nous donne un échantillon de laine qu'on a à teindre. Et donc, étant donné que les écheveaux sont à l'intérieur de la barque et qu'on les voit pas, vous sortez qu'un échantillon voilà, pour voir si la couleur est bonne. Un petit échantillon, là, un petit test, pour regarder. Donc, si la couleur est bonne. Mais là, la couleur, elle est mouillée, donc qu'est-ce que ça va donner quand c'est sec, ça? Alors ça, c'est l'expérience du teinturier. On sait qu'une fois, quand c'est mouillé, la couleur est légèrement plus foncée. On attaque à peu près aux alentours de 30 degrés. On va monter jusqu'à 95 degrés pour que le colorant monte dans la laine. La filature Terrade est ouverte au public, une manière de percer les secrets de la laine
de faire découvrir aux plus jeunes le travail et de rappeler aux plus anciens les gestes oubliés. Daniel, lui, est toujours à Vassivière et va de découverte en découverte. Cette fois-ci, il prend connaissance avec une nouvelle activité sportive et ludique qui lui ferait presque oublier la pêche. Vous faites quoi? Vous cherchez les champignons? Bonjour, pardon. Non, on cherche pas les champignons, on fait du géocaching. Mais géocaching, ça veut dire quoi? Eh ben, géocaching, en fait, c'est une chasse au trésor, donc c'est une façon de découvrir un petit peu les territoires, mais chasse au trésor ludique et technologique puisqu'elle se fait avec un GPS, hein, tu vois. Ah oui, je vois. Et je peux participer? Eh ben, ouais, pas de souci. Allez. On y va. Donc ces indices nous amènent à un point. Avec ça, on arrive à trouver des coordonnées GPS. On les rentre sur le GPS et ça nous amène au point suivant. Et puis après, on arrive au trésor. Parce que le but, c'est ça. C'est de trouver le trésor. Alors, c'est quoi le trésor? Alors, c'est quoi le trésor? Eh ben, on va essayer de le trouver. Cette pratique est un moyen de découvrir la région et de profiter des paysages à travers une course d'orientation. Elle a commencé en 2000 et séduit chaque année de plus en plus d'amateurs. Et sous cette pierre, par exemple, là? Ah ça peut être un indice, par contre. Vas-y, je te laisse faire. Bien vu. Ah. Effectivement. Ouais, venez. Le trésor. Une fois la cache trouvée, c'est la découverte et le partage de l'aventure. La vraie richesse, c'est la reconnaissance. C'est un petit mot qui a été laissé par un promeneur, voilà, un trésor, chercheur. la clé. D'accord. Là, il a laissé ça. Donc nous, on va devoir laisser quelque chose. Voilà. Daniel, lui, prend un malin plaisir à laisser une trace de son passage. Dans la brume et l'écume, je vais dater, c'est important. Comment on s'appelle alors finalement? Notre équipe? Notre équipe. Poisson nageur. Poisson nageur. C'est fait. Et donc après, on le remet sous la pierre. Il faut à présent se rendre à la prochaine cache. Mais de son côté, Daniel part retrouver ses poissons. Bonne marche, bonne route. Allez, Merci. et bonne pêche alors. Bonne pêche, il faut jamais le dire. On retrouve Chantal, qui après l'élevage de moutons et la filature, nous fait maintenant découvrir les ateliers Pinton, spécialisés dans la fabrication de tapisseries. Des ateliers qui perpétuent le savoir-faire de la tapisserie d'Aubusson. Thierry y travaille depuis 40 ans et nous présente une œuvre qui va se terminer après 1 an et demi de travail. Vous avez donc l'exemple parfait, la maquette d'Ahmed Mustapha. L'agrandissement photographique, à l'échelle bien sûr, qui a été fait à Londres, puisque c'est quelque chose de très précis qui va servir de modèle tout au long du tissage. Il faut déterminer les couleurs de fil de la maquette originale pour créer la tapisserie. Aux antipodes du lissage mécanique, le lissage manuel permet au lissier de devenir un véritable interprète de l'artiste. Alors c'est ce métier qui... J'ai fait cet assortiment. Donc ce sont toutes, vous voyez, des couleurs composées. Et ce dessin a été minutieusement redessiné. Et tout l'intérieur, si vous voulez, il y a des formes très très épurées, très belles, très tendues. Et à l'inverse, tout le cœur de ces formes va être redessiné, restructuré pour apporter des modulations, toujours à la recherche de l'ombre et la lumière. Après des mois de travail, l'œuvre arrive à son terme et peut être rendue à l'artiste. Chaque fois, c'est toujours la même émotion. Je suis comme un enfant au pied du sapin de Noël, j'attends ça impatiemment. Alors, je suis impatient qu'elle tombe du métier, mais je sais qu'après, je la verrai. Elle va vous quitter. Alors, c'est un petit peu bancal, ce que je vous explique, mais c'est exactement la réalité. Oui. Et derrière, on a de quoi... on a d'énormes projets pour cet artiste, donc je sais qu'il y aura encore de magnifiques choses. C'est donc avec impatience que Thierry attend de réaliser sa prochaine œuvre. Et non, Daniel n'a pas oublié ses poissons et nous emmène découvrir la pisciculture de Nicolas, une activité qui maintient le nombre suffisant d'espèces dans les étangs. Salut Nicolas. Bonjour Daniel. Je connaissais pas le site. Oui. Extraordinaire. Tu connaissais pas? Non, jamais eu l'occasion. Je connais les étangs, mais je n'ai jamais eu l'occasion de venir ici. Eh ben, Chez Allais, c'est ça? C'est ça, au Chez Allais. Chez Allais. En plein centre de la Creuse. Ouais, pas loin du lycée agricole où tu as été formé. Voilà, tout à fait. Il y a où j'ai quelques fait années un déjà. BTS en 91. 1991. Voilà qui ne nous rajeunit pas surtout.
Parce qu'il faut dire que Daniel a été le prof de Nicolas. Après un passage dans le département du Lot, c'est un retour aux sources en 1998. La Creuse étant une terre, je dirais, passionnante du fait de la nature, l'eau, la beauté, et ben, j'avais eu un coup de cœur quand j'étais étudiant et je suis revenu un petit peu en Creuse. Voilà. Voilà. Nicolas peut compter sur une production de poissons d'eau douce comme la carpe, le brochet ou encore la perche pour repeupler les cours d'eau creusois. On produit à peu près, selon les années, entre 60 et 80 tonnes de poissons. Je dirais que ça fait des centaines de milliers de poissons. Voilà. Les bassins du site permettent la reproduction entre géniteurs. Mais il y a aussi des larves de poissons qui, une fois arrivées à 5 semaines, seront vendues ou serviront à l'empoisonnement des étangs. Comme tu es un grand spécialiste, je vais te laisser choisir les femelles. Ouais, ça va pas être évident, mais... On va mettre deux femelles et à peu près 6 mâles. Parce que j'en ai déjà mis quelques-uns, mais je voudrais en rajouter, quoi. Tiens, si tu veux la mettre dans la bassine. Voilà, une fille. Une fois le poisson chargé, c'est à 10 km de là, dans un étang de 50 hectares, que les espèces vont rejoindre leur milieu naturel. Tu les lâches... Oui, je vais les laisser partir d'eux-mêmes, ils vont sortir. Et... Mais écoute, je sais pas si tu les reverras un jour, mais... J'espère bien. Qui sait, Daniel reverra peut-être ses poissons au bout de sa ligne. Le brochet là qu'on vient de mettre, il vaut combien l'individu, je veux dire? D'accord. Ah, c'est des poissons qui doivent faire 1,5 kg et ça vaut aux alentours de 10 € le kilo. Voilà, ça vaut 15 €. On a mis pour 90 € de géniteur, quoi. 6 x 15, 90, voilà. Chaque personne a les mots pour défendre sa région. Nicolas a les siens. Être au cœur d'un cadre comme ça, en plein Limousin, en pleine Creuse, c'est de toute beauté. Et si on peut en offrir, je dirais, une petite tranche à quiconque qui aime la pêche, la nature, la tranquillité, un calme épatant, c'est vraiment superbe. Et là, dans une quinzaine de jours, quand les feuilles vont faire leur apparition, c'est... Ouais, j'allais te le dire, il faut que la végétation... Formidable. Et tu sais que ton discours est en train de séduire les moutons. Ils sont tous venus à ta rencontre, ils t'écoutent. tu es un bon prêcheur. Après ses plongées dans le passé et ses escalades de tours et de châteaux, Sophie s'accorde une pause bien méritée au Cénovision de Bénévent. Alors, la bénéventine, c'est une liqueur à base de plantes. Dans les années 1900, c'était la liqueur du village de Bénévent, puisqu'ici, on avait un pharmacien qui s'appelait Paul Pellissier, qui était un petit peu l'homme touche-à-tout, puisqu'il faisait de la photographie. L'érudit du coin, un petit peu. Il était naturaliste. Et puis, il avait soi-disant retrouvé un vieux grimoire des moines de l'abbaye de Bénévent. Et donc, il a ressorti la bénéventine. On a retrouvé tout le patrimoine de Paul Pellissier, on a retrouvé ses alambics, on a retrouvé des archives. Par exemple, l'affiche qui est là, tu vois, juste derrière, en fait, elle date qui est superbe d'ailleurs. Donc, c'était un petit peu un avant-gardiste au niveau de la publicité également. Donc, avec tout ce patrimoine, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ils ont fait le Cénovision qui retrace l'histoire de la bénéventine, en fait. D'accord. Et du coup, on a reconstitué sa distillerie. Donc, viens, je vais te la montrer. On va aller la découvrir, ce serait sympa. Le Cénovision permet de remonter le temps pour reconstituer tout l'univers de l'époque à travers un parcours spectacle dans différentes pièces. L'occasion de découvrir la distillerie du pharmacien, là où est née la fameuse bénéventine. Donc là, en fait, on est dans le laboratoire de Paul Pellissier. C'est la salle la plus appréciée du Cénovision. Comme je te le disais, on a retrouvé beaucoup de choses qui lui appartenaient. Donc, comme on raconte son histoire, on a voulu quand même mettre des choses très, très réelles. Et c'est plutôt des plantes de Creuse? Alors, c'est des plantes de Creuse qui sont dedans. Et la bénéventine, il faut savoir qu'elle a à peu près une vingtaine de plantes à l'intérieur qui sont toujours récoltées en Creuse. D'accord, mais c'est chouette. Viens voir, je vais te montrer maintenant la distillerie. Ok. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ça? Un concept d'animation unique en Limousin, où le spectateur est guidé par les mots et les sens. Dans le Cénovision, en fait, donc, nous on le voit, là je te le présente, c'est un peu figé, mais lorsque le Cénovision tourne, en fait, là ça fume, là ça boue, en fait tout s'anime, la porte s'ouvre, il y a des jeux de lumière, il y a toutes les explications, puisque c'est Marion, une jeune paysanne creusoise, qui te raconte quand elle a travaillé à la distillerie de Paul Pellissier. D'accord, et donc on voit toute la vie de Marion. Dans le Cénovision, on voit toute la vie de Marion lorsque tu la rencontres, en fait, elle a 6 ans.
Ah oui, donc elle est toute petite et elle va travailler, je crois. Elle va travailler dans la distillerie. Dans la distillerie ici. Ok. Bon, bah maintenant que tu connais l'histoire de la bénéventine, je te la fais goûter. Ah, enfin. Et c'est dans une autre salle qu'elle se retrouve pour la dégustation. Un bar avec une déco du 19e siècle. C'est bon. C'est fort. C'est sucré. 40 degrés, ça fait. C'est fort, ouais, c'est fort. Hein. Mais je pense qu'on pourrait le boire en apéritif quand même, ça peut être pas mal. Tu peux le boire en apéritif avec de la limonade et du citron vert. Et puis en digestif, après, ça peut toujours aussi bien fraîche. regaillardir, je pense. Tu nous en conseilles tous les jours, un petit peu, pour se remettre Tous les jours. À l'époque, tout le monde disait à Bénévent que c'était pour ravigoter les pèlerins. D'accord. Comme on est sur le chemin de Saint-Jacques voilà, de Compostelle. ça tombe Donc moi, bien. je te conseille Après tous les notre jours, parcours. après le repas, un petit coup de bénéventine et hop, c'est reparti. D'accord, et ben écoute, ça marche, hein. On recommencera. Merci. C'est sur cette dégustation que se terminent les escapades de Sophie à travers les siècles. Notre voyage en pays creusois se termine. L'occasion d'avoir pu découvrir les activités qui font la renommée de ce territoire, avec l'alliance de la nature, du patrimoine et de l'histoire, mais aussi des saveurs de bouche. Autant de choses qui font de la Creuse une terre riche en découvertes.